Bonjour à tous et bienvenue sur Belle Lurette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Aujourd'hui, c'est un épisode très particulier pour moi parce que je vous emmène à la rencontre de Maryvonne, ma grand-mère paternelle. À 73 ans, Mamie, comme j'ai l'habitude de l'appeler, est un véritable modèle pour moi. Une femme forte, féministe, qui ne dépend de personne, une pile électrique pleine de projets et qui vit à 100 à l'heure. Elle est née dans une famille modeste, mais a eu une enfance heureuse au milieu des animaux dans la ferme de ses parents. Elle est partie de rien et s'est construite seule. Bien sûr, accompagnée et épaulée par son mari et ses 2 fils, mais seule. Parce que Maryvonne est une femme qui s'est toujours battue pour sa liberté et son indépendance. C'est comme ça qu'elle a multiplié les carrières du salariat à l'entrepreneuriat, cassant les codes de son époque où la coutume voulait qu'on exerce le même métier toute sa vie. Et depuis la retraite, elle n'arrête pas. Elle voyage, elle lit, ça ouvre l'esprit, comme elle aime dire. Pour toutes ces raisons, je suis fière de vous partager son histoire aujourd'hui. J'espère que, comme moi, cette entrevue vous touchera. Merci d'avoir cliqué sur cet épisode et je vous laisse avec la suite. Donc, moi, je suis née en 1947. Je suis la seule de la famille à être allée, enfin, maman, pour moi, est allée à la maternité. Tous mes 2 sœurs et mon frère sont nés à la maison. D'accord. Voilà, donc c'est la grande différence. C'était la petite privilégiée. Je ne sais pas pourquoi, j'en connais pas la raison, je ne l'ai jamais demandé, mais bon, ça s'est passé comme ça. Et comme je suis née en février, quand il a fallu rentrer à la maison, eh ben, il y avait de la neige haut comme ça, et on n'a pas pu rentrer. Et ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es restée à l'hôpital? Oui, je suis restée avec maman, on est restés au chaud toutes les 2. Beaucoup plus longtemps qu'on aurait dû. C'est bien. C'était pas Belle mal. entrée en matière. Ah oui. Voilà. Du coup, t'es la plus petite. T'es la plus jeune? La deuxième. La deuxième. Voilà. Ok. Ma sœur plus âgée, qui a 3 ans de plus, ma petite sœur qui a 1 an de moins, et mon frère qui a 2 ans de moins. D'accord. Ouais. Et tes parents, du coup, ils étaient fermiers, c'est ça? Oui, ils étaient, comme disait papa, je suis un paysan. Ils préféraient ce mot-là? Voilà. Il n'était ni agriculteur, ni cultivateur, il était paysan, c'est-à-dire celui qui aime les paysages, les animaux, les arbres, et il s'occupait de tout ça, c'était son métier. Donc il faisait un peu de tout? Oui. Vous aviez des vaches à lait, des vaches à viande? Voilà, absolument tous les animaux qu'on peut avoir dans une ferme. Quand je suis née, ils étaient là. Depuis la vache jusqu'au petit poussin, en fait. En passant par le canard, le petit porcelet, tout ça. Ça devait être super, du coup. Ah bah oui. Moi, j'ai pas eu une enfance extrêmement aisée, mais une enfance heureuse. Très heureuse. Plein d'animaux. Plein d'espace pour courir partout. Voilà, une très grande cour, des champs à perte de vue, des prairies. La chance d'avoir ma grand-mère, qui a toujours vécu avec nous. Elle est arrivée chez nous, je devais avoir 3 ans, je crois, et elle est décédée chez mes parents. Ok. Ouais, elle a toujours vécu avec nous. Ah ouais. Donc c'était la référence de la maison. La matriarche. Ouais. Et c'était quoi ton quotidien à la ferme, du coup? Tu t'aidais beaucoup tes parents à travailler? Oui, tous les 4, quand on a été en âge de faire de petits boulots, de petites choses, bah oui, on a toujours aidé nos parents tout le temps. Tous les week-ends, le soir après l'école? Le soir après l'école, oui. Le matin avant de partir à l'école. Ah oui, on soignait la basse-cour. Chercher les œufs? Oui, on allait chercher les œufs, on soignait les poules, les lapins, tout ça. D'accord. Ouais. Le réveil, c'était entre 7h et 7h30. Papa, il était déjà au travail, il revenait et on dormait à l'étage. Et il nous disait, c'est l'heure. Et alors, tous les 3, parce que ma sœur aînée avait beaucoup plus de mal à se lever, mais nous autres, tous les 3, on était dans la même chambre et hop, en bas, on était en bas 10 minutes après. D'accord, pour aller au travail et après à l'école, du coup. Voilà. Du coup, toi, à l'école, t'as commencé à quel âge? Alors, à l'école, moi, je suis allée à 5 ans. Mais il faut dire qu'à 5 ans, pour une petite bonne femme comme j'étais, il fallait faire 3 km à pied, bien sûr. Ah oui. Dont 1,5 km à peu près à travers champs. Parce qu'on était dans une ferme très isolée, où il n'y avait pas de route. Pour y accéder, il y avait des chemins. Et nous, pour aller à l'école, il n'y avait pas de chemin.
jusqu'à ce qu'on rencontre une route un peu plus loin. Donc on allait soit avec des bottes, soit avec des sabots. Et quand on rencontrait cette route-là, eh ben, on avait un endroit où on posait nos sabots ou nos bottes et on mettait nos chaussures qu'on avait laissées la veille dans un endroit bien, dans un sac bien protégé, dans le talus. Et on mettait nos chaussures, enfin, pour être comme tout le monde, pour ne pas arriver avec nos sabots pleins de boue et tout le reste. Parce que du coup, il n'y avait personne autour de vous, vous n'aviez pas de voisins. Non, non, on n'avait pas de voisins du tout. Donc pour faire des amis, il fallait aller à l'école, quoi. Il fallait aller à l'école, oui. Oui, parce que dans le village à côté, qui était, je sais pas, mais à Traverchamp, on y allait toujours à Traverchamp, il n'y a pas de route non plus. Et les enfants étaient beaucoup plus âgés que nous, donc on ne se fréquentait pas. Oui, d'accord. Donc vous étiez vraiment entre frères et sœurs. Oui, ouais. Ça vous a soudé un peu du coup? Vous étiez très proches? Oui, dans un premier temps, et après, bon, ça s'est un peu gâté. C'est la vie. C'est la vie. Et du coup, tu as commencé l'école à 5 ans, c'était le primaire? Oui. Et tu es allée jusqu'où? Alors, je suis allée jusqu'au bac, que j'ai raté. Ah mince. Voilà. Attends, du coup, tu as fait l'école primaire, après il y avait le collège. Le collège, le Pleuc. Donc, tu étais quand même une bonne élève alors? Moyenne élève, mais très besogneuse. Je travaillais beaucoup. D'accord. Pourquoi c'était important pour toi de travailler? Absolument. Ouais. Tu avais compris que c'était comme ça que tu allais sortir de Puis ça m'intéressait. Ouais. Et puis on avait la chance d'avoir papa qui nous encourageait beaucoup à faire des études, qui nous aidait jusqu'à ce qu'il a pu nous aider à faire nos devoirs le soir. C'est lui qui a toujours fait. Ah, c'est bien. Tous les soirs. Ouais. Tu préférais quelle matière à l'école? Le français. Oui. Oui, logique. En même temps. J'aimais beaucoup le français. Le reste aussi, mais ça m'intéressait moins. Donc tu as fait un bac littéraire? Oui. Plutôt. Ouais. Et tu l'as raté? Et je l'ai raté. Donc après, on s'est mariés. Oui, du coup. J'ai fait 2 enfants et j'ai repris mes études à 25 ans. Voilà, toute seule. Tu voulais faire, c'était quoi, du droit? Non, oui, ça donc j'ai fait du droit pendant 2 ans. Voilà. Ouais. J'ai ce qu'on appelle une capacité en droit qui donne l'équivalent du bac. Et après, tu pouvais entrer directement en licence de droit. Et toi, t'es allée jusque-là? Oui, j'ai fait une première année et après, j'ai trouvé du travail, donc je suis allée travailler. J'ai abandonné. C'est pas bien, mais bon, je ne pouvais pas tout faire. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, tu as eu tes enfants très tôt. Comment tu as rencontré Roger, mon grand-père? Raconte-moi l'histoire. Eh bien, écoute, on s'est rencontrés parce qu'on était voisins de village, en fait. Parce qu'entre-temps, mon village de petite fille, mes parents ont déménagé. Et ils sont venus s'installer à Quessoy, donc tout près de là où habitait ton grand-père. D'accord. Et comme dans les parages, il y avait beaucoup de garçons, c'est sûr, dans les maisons à côté, mais pas intéressants. À mes yeux, il y en avait qu'un d'intéressant. C'est quoi un garçon qui t'intéresse, toi? Parce qu'il faisait des études. Oui. Voilà. Et qu'on on pouvait se comprendre. Tandis que, bon, les autres, ils étaient sans doute bien gentils, mais bon, ils étaient apprentis bouchers ou cuisiniers ou je ne sais quoi. Et à l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout, parce que je ne pouvais pas parler de livres ou de choses comme ça. Et en fait, voilà, ça s'est fait comme ça. Vous vous êtes rencontrés comment exactement? C'était par hasard? Oui et non, parce que mes parents et ses parents travaillaient ensemble. D'accord. Quand on devait y avoir des corvées à la ferme, on avait besoin d'eux, eux ils nous avaient besoin de nous. Et du coup, les enfants aussi, on suivait, on allait faire, voilà, on se rencontrait comme ça. Et puis après, on s'est écrit beaucoup parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Oui, ça c'est mignon. Oui, donc on s'est beaucoup écrit. Et puis on a grandi ensemble, on a eu des projets ensemble, et puis on a décidé de se marier, et puis voilà, d'avoir des enfants. Et on est toujours là. Vous êtes toujours ensemble. Parce que du coup, tu as eu Stéphane à 19 ans. À 20 ans. Et Philippe à 22. 22. C'était l'âge normal pour l'époque ou c'était un peu plus jeune? Non, peut-être un peu plus jeune que les autres quand même, je pense. Ouais. Du coup, c'est pour ça que tu as dû trouver du travail rapidement, quoi. Oui, mais enfin, mon premier métier quand même, c'est le plus beau du monde, c'était maman. Oui. Parce que
parce que je n'ai pas voulu aller travailler et laisser mes enfants en garde chez une nounou. J'ai décidé, même si c'était difficile financièrement, de les élever moi-même jusqu'à ce qu'ils aillent à la maternelle. Donc jusqu'à ce qu'ils aient 3 ans 5 ans. 5 ans. Enfin, jusqu'à Stéphane est rentré au CP et là je suis allée travailler. Donc voilà, c'est le début de ma carrière. Carrière d'abord maman. Et après, donc, tu avais repris tes études en parallèle ou Oui. c'était après? Oui, en parallèle. Et après, tu as trouvé du travail. Voilà. Du coup, tu as fait plein de métiers. Oui. Parce qu'on en parle régulièrement. Tu as fait plein de choses. Qu'est-ce que tu as fait? Vas-y. Alors, d'abord, déjà pour t'expliquer comment, à l'époque, c'était quand même le plein emploi. Ouais. Le dimanche, je vais déjeuner chez ma sœur. Et elle me dit, tu sais qu'ils embauchent à la société Néolait. C'était une société qui faisait de l'agroalimentaire, des produits agroalimentaires. Je dis, ah bon, mais c'est sur quel poste? Oh, ben, elle me dit, je ne sais pas. Donc, je dis, j'ai bien envie d'y aller, je vais voir ce que c'est. Donc, le lundi matin, je me pointe sans rendez-vous, sans rien, dans cette fameuse société à Iffignac. Et je rencontre la personne qui s'occupait du personnel, qui me dit, donc il me demande bien sûr mon parcours, je lui raconte, et il me dit, si vous voulez, on souhaite embaucher quelqu'un au service contentieux. Donc c'était dans ma branche, puisque je venais de faire du droit, donc ça pouvait marcher. Je dis ok, on va essayer. Donc ça c'était le lundi, vous êtes prête à travailler, à commencer quand? Bon, je dis bon, la semaine prochaine, bon, lundi. Lundi d'après, j'étais au boulot. Ah ouais, c'est rapide. Ah bah oui, voilà. Donc j'ai commencé au service contentieux avec un monsieur qui ne me plaisait pas du tout, mais pas du tout, super macho. Il ne voulait pas que je fasse quoi que ce soit toute seule. Je dis ça va pas le faire. Hein. Surtout avec toi. Je ne vais pas rester là. Et donc je vais voir le monsieur du personnel et puis je lui dis bah, écoutez, je me plais bien dans votre société, mais franchement dans ce service-là, ça va pas le faire. Alors il me dit, il va y avoir des promotions internes sous peu, patientez un peu. Et puis quand on va les présenter, s'il y en a une qui vous plaît, vous verrez. J'ai dû attendre 6 mois à peu près avec ce monsieur. Et puis après, il y a eu une promotion interne au service achat. Okay. J'ai postulé, on m'a prise, bon, ok. Super. Oui. Donc c'était un service un peu plus important. Ouais. On était, avec le chef de service, on devait être 6, je crois, 5 filles, 5 jeunes femmes. Et là aussi un macho, pas possible. En plus, c'était qu'avec des femmes à côté. Donc... oui, et puis qui essayait de draguer un peu toutes les... Voilà, c'était un peu l'époque en même temps. Ça n'allait pas bien loin, mais ils étaient embêtants, quoi. Ils étaient sans arrêt, une main sur l'épaule, enfin... ce qu'on dit maintenant, ça existait déjà depuis longtemps, enfin ça a toujours existé, je pense. Nous, on prenait ça peut-être à l'époque comme... je ne sais pas comment dire... il n'y avait pas de danger, quoi. C'était pas dangereux. Maintenant, les jeunes filles, elles s'en offusquent tout de suite. Mais nous, on se disait, ils m'aiment bien, sans doute. Donc, on ne faisait pas attention à ça. Et puis, là, je suis restée 3 ans. J'ai franchi aussi des paliers dans le service. Et puis, un jour, j'en avais marre, parce que je faisais toujours la même chose depuis 3 ans. C'était long pour moi. Et un jour, j'apprends que... il y aurait aussi une promotion interne pour le service commercial. Je me dis, pourquoi pas essayer? Ça va te changer un peu. Voilà, donc je vais voir le patron de ce service en lui demandant est-ce que je peux éventuellement postuler, en quoi ça consiste. Et là, il m'arrête tout de suite. Il me dit, ah non, chère madame, parce que ce poste est réservé à un homme. Alors j'ai vu rouge tout de suite, tu penses bien? Bien sûr. Donc je me suis dit, je ne vais pas rester là, je vais partir. Ça fait beaucoup de machos dans une même boîte, mais c'était l'époque, hein. Oui. C'était comme ça, hein. Donc je me suis dit, je vais partir. Donc t'es partie. Et je suis partie.
Et après, tu as fait quoi du coup? Donc après, bien sûr, je ne suis pas partie du jour au lendemain parce qu'il fallait quand même bien préparer ses arrières. Mais j'avais dans la tête depuis longtemps d'avoir un commerce. C'est parce que je voulais être ma patronne, je voulais être maître chez moi, je voulais décider de tout. Et là où on habitait, donc à Pleuc, il se vendait un café qui marchait super bien, un café où il n'y avait que des jeunes en fait. Et on travaillait bien. Et donc, bon, avec Papou, on s'est dit, on va l'acheter. Donc on l'a acheté et je me suis installée là. D'accord. Pendant 3 ans. Et tu as géré le café du coup, ça devait être un autre rythme de vie. Ah bah oui, ça n'avait rien à voir. Tous les week-ends. Ah bah non, plus de week-end, plus de vacances. C'est là que j'ai su ce que voulait dire une vacances en fait. C'est depuis cette époque-là jusqu'à très longtemps après. Et bah, ça fonctionnait très bien, mais moi, mon objectif, c'était en fait une librairie. C'était ça que je voulais. Mais ben, c'était très cher. Donc je me suis dit, il faut que je me fasse de l'argent vite fait et que je puisse avoir un bon départ pour acheter une librairie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc plusieurs années, c'était quoi, 3 ans le café? 3 ans le café. J'ai dû une année avant de trouver ce que je voulais comme librairie, où je suis restée chez moi pendant 6 mois à me ronger les sangs. Et après, j'ai trouvé, mais tout à fait par hasard, mais je savais que ça ne durerait pas longtemps, un emploi dans une société qui faisait du surgelé à l'UDEAC. Ok. Donc, comme j'y étais prise, je suis allée. Et là, j'avais un poste qui n'avait jamais été occupé par une femme, et j'étais la seule femme. J'étais conductrice de ligne. Ah oui? Oui. D'accord, je savais pas ça. Si. Donc, eh ben, ça consistait à faire en sorte que ta ligne, elle fonctionne. Il y avait 6 lignes différentes, donc 6 personnes différentes. Il y avait 5 hommes et moi. D'accord. Et ça s'est super bien passé. J'adorais ce que je faisais. L'inconvénient, c'est que c'était en 2-8. Ah oui. Donc, il y avait une partie la nuit, une partie le matin tôt. Pour les enfants et tout, c'était pas pratique? Ben non, heureusement, Papou était à la maison, enfin pas très loin, puisqu'il enseignait à Pleuc, donc il gérait les enfants. Heureusement qu'il y avait ça, parce que sinon c'était impossible. Ouais. Pas pu. Et après, ben donc, j'ai trouvé cette librairie. C'était où la librairie déjà? C'était au Valandry, non? Valandry. Et t'es restée longtemps du coup? Et là, je suis restée 7 ans. Ouais. C'est ce que t'as préféré faire? Ah oui. Bah, c'est dans les livres. Voilà, dans les livres essentiellement, puis les journaux, tout ça, voilà. D'accord. Ouais. Et après, pourquoi tu as décidé d'arrêter quand même la librairie? Ben parce qu'elle était arrivée au top de ce que je pouvais faire. Je savais que même si je restais, je ne le ferais jamais mieux, parce que je l'avais vraiment monté là où elle pouvait aller. Et puis le Valandré, c'est pas compliqué. Tu sais que tu as tant d'habitants, et que l'été, tu peux pas en avoir plus que ce qu'il y avait à l'époque. Donc je me disais, ça va plus monter en fait, le chiffre d'affaires. Et ça t'intéressait pas, toi, de... Ce qui t'intéressait, c'était de progresser à chaque fois. Voilà. Quand j'étais arrivée là où je pouvais pas aller plus loin, ça t'ennuyait. Oui, ça m'ennuyait tout de suite et il fallait que je fasse autre chose. Bah, je comprends très bien. Et du coup, t'es repartie. Et du coup, bah oui, j'ai vendu. Mais là, pareil, quelqu'un vient voir mais sans savoir que j'avais derrière la tête de la vendre. Et il me dit, c'était un agent, enfin un courtier pour les commerces, quoi. Il me dit, vous n'avez pas envie de vendre votre librairie? Bah, je lui dis, tout ça, c'est une question de prix. Il me dit, oui, bah oui, bien sûr. Bah, je dis, voilà, faites-moi une proposition. Et si ça me plaît, je vous dis oui tout de suite. Donc il a attendu un peu, bien sûr. Et puis il est venu avec sa proposition. Et j'ai su que je ne ferais pas mieux, même 10 ans après. Bah, j'ai dit banco, on vend. Je suis arrivée le soir, chez moi, j'ai dit à Papou, ça y est, j'ai vendu. Tu l'avais même pas Ah bah non, mais en même temps, c'était pas son affaire. Ah oui, c'est sûr, mais comme vous êtes un couple, vous dites les choses quand même. Non, je lui avais dit que quelqu'un était passé quand même. Oui. Mais bon, il n'y croyait pas trop parce qu'il me voyait tellement investi dans ce que je faisais. Oui, il ne pensait pas que tu allais changer encore une fois de poste. Et donc, tu as fait quoi après? Alors après, je suis restée au Valandré, mais j'ai créé un magasin qui ne vendait que des sculptures, enfin des peintures, de tout ce qui était fait
dans la région. D'accord. Voilà. C'est une galerie ou... C'était une galerie. Ouais. C'était une galerie. Oui. Donc, en fait, je n'achetais pas. Mhm. C'était des dépôts. Et j'avais une commission sur ce que je vendais. Ok. Voilà, donc je ne prenais pas de risque, en fait. Et ça t'a plu, du coup? Oui, ça m'a plu, mais je me suis vite ennuyée aussi parce que par rapport à une librairie, il y avait peu de clients. Oui, dans le passage. Ouais, il y a peu de passages. Voilà. Donc, Moi, ouais, il fallait que ça bouge. oui, il fallait que ça bouge. Donc, t'as encore changé. J'ai encore changé. Donc, j'ai à nouveau vendu. Et puis, entre-temps, à la librairie, j'avais une cliente d'un certain âge, mais avec qui on entretenait de très bonnes relations parce qu'elle aimait beaucoup lire, on partageait beaucoup, elle était très, très âgée par rapport à moi parce qu'elle devait avoir à l'époque l'âge que j'ai maintenant, si tu veux. Et elle me dit, j'ai un fils qui travaille à Air France et qui voudrait monter une société de produits régionaux. Donc, il va le faire construire son bâtiment, il va tout créer de A à Z. Et après, comme il n'a pas envie de venir toujours en Bretagne, il voudrait quelqu'un de fiable, de sérieux, voilà, pour la tenir, enfin, pour s'en occuper au quotidien. Alors, elle me dit, écoutez, j'ai pensé à vous. On était très honorés, bien sûr, mais je ne connaissais pas ce fameux François. Donc un jour, elle me l'a présenté et tous les deux, ça a fait tilt. Ouais. On s'est dit, oui, ça va le faire. Ça va fonctionner. Et donc du coup, il a construit son magasin à Binic. D'accord. Voilà. Donc la construction, on l'a fait ensemble, parce que j'ai été là pour le travail des plans, enfin, depuis le début, jusqu'à ce qu'on l'ouvre. Confiance sur Oui. tout, quoi. C'est bien. Et voilà, donc et ma fin de carrière, ça a été là. Je suis restée là 10 ans exactement. Ok. Donc 7 ans avec lui, mais lui pas souvent là. Et après, il l'a vendu à quelqu'un d'autre, mais avec qui c'était plus compliqué. Et il me restait 3 ans à faire, donc je suis restée parce que je me dis, je ne vais pas aller courir ailleurs. À l'âge que j'ai, on ne verra plus de moi. Ouais. J'étais près de la retraite, mais je n'avais pas du tout envie de prendre ma retraite. Et un jour, il m'a dit, bah, écoute, Marie-Vonne, voilà, il est temps que tu prennes ta retraite. Mais moi, je n'avais pas du tout décidé de la prendre. Tu es à l'âge. Donc, il m'explique qu'il avait une autre employée dans une autre boutique qui voulait diriger cette boutique-là et que, bah, du fait, il fallait que je m'en aille. Donc, je suis partie. Je suis partie un peu déçue de la façon dont ça s'est passé. Mais d'un autre côté, je me disais, bah, c'est bien si je laisse la place à une jeune qui a envie de faire la même chose, qui est passionnée, bon, place aux jeunes, on va la laisser travailler. Et voilà. Et t'as pu refaire autre chose T'avais quel âge quand t'es partie à la retraite? Eh ben, j'avais juste... donc, je suis partie en 2000... Je ne sais même plus. Mais je me rappelle. Je me rappelle parce que je me rappelle que tu en 2007. Oui, tu avais travaillé plus longtemps que... Oui, j'aurais dû partir en février et je suis partie là, juste là maintenant, en octobre en fait. D'accord. 2007. Donc j'avais juste 60 ans. Eh bien, tu as fait beaucoup de choses. Oui. On remarque le caractère de femme qui n'a pas envie de s'ennuyer, qui a envie surtout pas. De contribuer, d'être utile. Tu as toujours été comme ça? Oui, je crois que j'ai toujours été comme ça, oui. Un peu chef. Oui, même chez moi, dans la famille, sans être chef, s'il y a des choses qui m'intéressaient, je les faisais. Ça ne m'intéressait pas. On pouvait me le dire 50 fois, je ne le faisais pas. Mais je n'allais jamais au conflit, jamais. Non, ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Voilà. D'accord. Et donc, pourquoi tu as changé autant de fois? C'est vraiment parce que... Dès que tu t'ennuies. Oui, l'envie de découvrir autre chose, parce qu'on n'a qu'une vie, donc je pense qu'il faut se dépêcher. Quand on a envie de faire pas mal de choses, il faut se dépêcher, parce qu'on a très peu de temps. Quoi qu'on dise, c'est pour ça que quand j'entends les gens dire « Oh, vive-moi la retraite », je me dis « C'est pas possible ». Oui, c'est dommage, parce que c'est là quand même qu'on est bien au travail. Enfin, tout le monde n'est pas bien au travail, j'en suis tout à fait consciente. Mais quand on fait quelque chose qui plaît,
on n'a pas envie de partir en fait. Et on se sent utile et ça aide à vivre. La vie est plus agréable, plus facile, parce que tu es occupé en fait. Voilà. Mais et toi, qu'est-ce qui t'intéressait dans ta carrière c'était le contact avec les clients, c'était d'avoir des responsabilités. Rencontrer les gens, d'avoir des responsabilités, rencontrer des gens, décider moi-même, surtout. Voilà. Ok. C'était surtout ça. Et tu as toujours eu beaucoup d'ambition dans la vie ou... Pour moi, ce sont des petites ambitions, à mon niveau. Parce que moi, quand j'ai parlé avec Roger, je parlais Papou devant la caméra. Bon, du coup, je l'ai fait, mais quand j'ai parlé avec Papou, il m'a dit que c'était souvent toi qui le poussais quand même à passer les concours et à faire plus. C'est vrai, parce que je savais que lui, il avait le potentiel. Moi, je ne l'avais pas. Je n'avais même pas la peine d'essayer d'aller. Tu as fait quand même des oui, mais j'ai fait autre chose de différentes façons. Mais je n'avais pas, j'avais pas son... Non, je ne pouvais pas apprendre comme lui, il apprenait. C'était pas possible. D'accord. Puisque c'est lui qui avait cet atout-là, ben, vas-y, monte. Et du coup, tu as eu 2 enfants très jeunes. C'est quoi ta vision de la famille? Alors moi, la famille, c'est très compliqué, mais c'est d'abord un cocon. Voilà. C'est là où tu apprends le rudiment de la vie ensemble, tu apprends à respecter l'autre, tu apprends les règles qui te sont imposées dans ta petite structure. Je pense que, voilà, en gros, c'est là où tu viens, même longtemps après, où tu peux venir quand ça va pas. Quand ça va pas. Voilà, c'est ton refuge, c'est un refuge, la famille. Donc, tu laisses les gens partir et tu les laisses revenir. C'est porte ouverte toute la vie. Mais toi, tu as toujours été très proche de ta famille, je veux dire, tes parents, tes frères et sœurs? Ça, c'est un peu proche de mes parents, surtout très très proche de mon père. Mes frères et sœurs, proches de ma sœur plus jeune. Les 2 autres, non. Je suis venue en aide beaucoup à mon frère quand il a eu des difficultés. Mais c'était plus pour atténuer comment dire, la peine de mes parents que pour lui-même. Voilà, c'était surtout pour ça. Pour qu'ils soient un peu plus en paix pour leur fin de vie. Et parce que moi, ce que j'entends souvent à l'époque, c'est que les parents pouvaient être durs avec leurs enfants, en tout cas beaucoup plus durs que maintenant. Tu as ressenti une différence, toi, entre le traitement que tu as reçu de la part de tes parents et celui que tu as donné à tes enfants, ou est-ce que tu as... Non, je crois que j'étais à peu près sur la même ligne que papa. Ouais, c'est-à-dire? Peut-être qu'ils m'ont trouvé un peu dur. Un peu dur? Oui. Il y a des règles. Oui, je comprends. Il y a des règles. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Mais après, c'est ce qui permet je pense que du coup, j'ai fait 2 beaux garçons, 2 hommes debout. 2 hommes debout? Oui, je les perçois comme ça maintenant, avec le recul, je me dis oui, j'ai fait 2 hommes debout qui ne plient pas facilement, ni l'un ni l'autre, devant qui que ce soit. C'est un peu ça. C'est vrai, je confirme. Voilà, donc je suis assez fière de ça. Je suis même très fière. Et du coup, c'est ça le rôle d'une mère selon toi? Oui. Oui. Donner tout ce qu'il faut à un enfant pour qu'elle réussisse. Ne jamais mettre de barrière, même si on n'est pas d'accord. Il faut le laisser, s'il se cogne quelque part, il revient. Voilà. Oui. Il faut le laisser. On a le droit de se tromper dans la vie. Oui, surtout quand on est jeune. Oui, on a le droit de se tromper. Donc il faut être là. Et puis voilà. Et une maman, c'est ça. Surtout les laisser s'envoler. Tu lis beaucoup aussi? Oui, j'ai toujours lu. Depuis que je sais lire, je pense, j'ai lu. Tu lis même plus que Roger? Oui, je lis des choses très différentes. Ouais. Mais je me souviens que quand j'étais petite, toute gamine, quand je suis allée à l'école, que j'ai commencé à lire. Après, quelques années après, il n'y avait pas de livre à la maison. Malheureusement, il n'y avait pas de livre.
eh ben, je lisais les journaux professionnels de papa. Parce qu'il fallait que je lise. Pourquoi c'était important pour toi? Ben, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais j'ai l'impression que sans livre, je ne suis rien en fait. Ouais. Non, parce que ça m'ouvre l'esprit, ça me cultive, ça m'emporte vers d'autres horizons. Voilà, Ouais. d'autres horizons et puis d'autres façons de penser surtout, parce que sinon on reste toujours dans son truc. Et voilà, il faut s'ouvrir. Comme le voyage? Pareil, c'est pour les mêmes raisons. Parce que depuis votre départ à la retraite avec Roger, vous avez beaucoup voyagé. Vous avez voyagé dans combien de pays, tu t'en rappelles ou pas, tu sais? On a compté, on en a fait 18. D'accord. Sur tous les continents en plus? Oui, sur tous les continents. Ouais. Et pourquoi vous n'avez pas voyagé plus tôt? Parce que moi, je n'avais pas de vacances. C'est vrai. Voilà. Ouais. C'était l'autre revers de je veux faire ce que je veux. Oui, mais tu l'assumes, petite fille. Donc tes vacances, tu n'en auras pas parce qu'avec le travail que tu fais, tu ne peux pas te permettre de fermer pendant les vacances scolaires. Et ça t'a toujours un peu manqué et du coup tu te rattrapes maintenant à la retraite? Oui, parce que j'étais curieuse quand même. Je me disais, je vais quand même pas passer ma vie sans voir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais bon, comme je suis d'un naturel optimiste, je me suis dit, oh, à la retraite, je vais avoir le temps. Donc voilà, on a eu le temps, la santé, et puis l'argent, parce que quoi qu'on dise, ça coûte de l'argent. Ça coûte quand même de l'argent. Donc on a eu cette chance-là. Et là, je me suis dit, je vais aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais moi, les grands hôtels et les grands restos, c'est pas ça mes voyages. J'aime bien aller retrouver comment vivent les gens. Les locaux, oui. Oui, j'aime bien aller dormir là où ils dorment. Il n'y a que ça qui m'intéresse, en fait, le reste. C'est vraiment d'être en immersion totale. Oui. Et même si on ne se comprend pas, parce qu'on n'a pas la même langue forcément, mais quand on arrive à se parler avec les yeux, c'est gagné en fait. Ouais. Et tu vas dans un pays comme le Vietnam, par exemple, tu ne peux pas t'exprimer parce qu'ils ne parlent pas l'anglais. Et donc, on ne se parle que comme ça. Mais quand une mémé vient près de toi et avec toutes ses mains toutes flétries, là, qu'elle te prend les deux mains, et puis qu'on ne peut pas se parler, mais qu'on se regarde et on s'est tout dit en 2 minutes. Mais bon, c'est le plus beau moment de ta vie, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi et les autres de voyager autant? C'est une ouverture d'esprit, c'est sûr. Et puis, tu apprends que tu n'es pas un être exceptionnel déjà. Tu deviens humble, parce qu'il y en a tellement qui sont au-dessus, même si ils n'ont pas tes moyens, mais intellectuellement ou dans la façon dont ils t'accueillent, c'est tellement... Enfin, ça n'a pas de prix, en fait. Ça t'apporte énormément et tu rentres chez toi et quand tu arrives à Paris et que tu entends les gens gueuler parce qu'il n'y a pas de métro, il n'y a pas de ceci, tu te dis non, c'est pas possible, je retourne. Donc c'est ça en fait, ça s'apprend à voir les autres et puis à te remettre à ta place en fait. Ouais. Je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui devraient voyager. Ouais. En parlant de se remettre à sa place, est-ce que tu es féministe? Est-ce que tu l'as été? Je le suis toujours, je l'ai toujours été, je crois, à ma façon, mais pas dans les sphères très hautes, mais oui, toujours. J'ai toujours fait en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre les hommes et les femmes. Dans les différents postes que j'ai eus, par exemple chez Néolay, où à un moment donné, j'étais responsable de l'approvisionnement de l'usine en matières premières, donc je n'avais que des hommes. Ouais. Et je me suis dit la première fois comment ça va se passer. Quand je suis allée les voir, en fait, ça s'est très bien passé parce que je suis restée à ma place, ils sont restés à leur place. Je ne leur ai jamais demandé de faire quoi que ce soit à ma place. S'il fallait déplacer quelque chose, je le faisais toute seule. Donc voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est offusqué parce qu'un homme ne va pas lui ouvrir la porte ou parce qu'il ne va pas porter ses bagages. Je suis capable de le faire. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Très bonne question. Voilà. Donc ça me... Est-ce que tu penses que les femmes elles doivent se battre encore plus que les hommes pour se faire respecter? Malheureusement, oui. Et là, j'ai bien l'impression qu'on est en train de régresser, en fait.
Ah oui, tu penses? Moi, je pense. Mais on a l'impression d'avancer. Mhm. Mais moi, j'ai pas du tout l'impression que vous avancez. Non. Pourquoi ça? Parce que enfin, pour un rien, on va vous faire un procès d'une jupe trop courte. Nous, on n'avait pas ça quand même à l'époque. Ouais. Ah ben non, d'une jupe trop courte ça n'existait pas. D'accord. Ah ben non. Bon, les hommes regardaient sans doute, ça, sans doute, mais ça s'arrêtait là. Donc moi je dis que ça n'avance pas en fait. On a avancé sur certaines questions. Sans doute, mais sur l'apparence, non. Ouais. Non. Moi je trouve pas. Parce que oui, déjà, nous à l'époque, il y avait les filles violées, c'est pas nouveau, ça a toujours existé je pense, mais on n'en parlait pas. La preuve, c'est qu'il y en a qui maintenant, 40 ans après, disent j'ai été violée. Mais à l'époque, personne n'en a parlé, personne ne l'a su. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai l'impression que ça régresse, je sais pas. Parce qu'on en parle beaucoup plus. Oui. Ok. Mais vous avez encore du chemin à faire. Je voulais savoir, moi, le lien que tu entretenais avec la jeunesse. Alors moi, j'aime beaucoup les jeunes. Oui. Enfin, je pense que tu t'en es aperçu. Ça va. J'aime beaucoup les jeunes. Parce que souvent, ils font des choses que moi, à mon époque, j'aurais voulu faire et que c'était pas possible. Voilà. Comme quoi, par exemple? Comme, par exemple, avoir une voiture à 18 ans. Ouais. Pour pouvoir justement t'évader. Moi, c'était pas possible. J'ai passé mon permis quand j'étais mariée, donc tu vois, c'était pas possible. Il y a plein de choses comme ça qui font que. Et puis, j'aime bien leur bonne humeur, j'aime bien leur joie de vivre, même je pense que c'est pas facile pour tout le monde, mais moi, j'aime avoir des jeunes autour de moi. Ouais. Ça me redonne du peps. Et voir que la société évolue aussi rapidement et de façon très différente que ce que toi t'as vécu pendant des années, ça ne te fait pas peur, ça te met pas mal à l'aise, non? T'es très bien dans notre époque. J'ai bien aimé l'époque dans laquelle surtout ma petite enfance, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ma période aussi où je travaillais, mais j'aime bien cette période-là. Parce qu'on peut avoir beaucoup, faut faire confiance en la jeunesse, c'est l'espoir de la France, c'est vous qui allez construire la France de demain. Donc je vois pas pourquoi on va dire oh non, ils sont nuls, ils sont ceci, ils sont cela. Il y a toutes les catégories, c'est sûr, mais ceux qui sont en possibilité de faire avancer la France sont quand même au top. Au top. Mais si, c'est vrai. Si, je pense vraiment. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune alors, aujourd'hui? Eh ben, je lui dirais, tu t'accroches une étoile quelque part, tu la fixes toujours, tu n'en démords pas et tu dis qu'un jour tu vas la décrocher. Ouais. Il faut avoir confiance en soi. Et puis ne pas baisser les bras, ne pas dire je ne vais pas y arriver. On avance à petits pas, petit à petit, mais on avance. Et je vais y arriver un jour. C'est bien ça, c'est un message. Si, c'est vrai. Ouais. Et j'y crois vraiment à ça. Ouais. Il faut de la volonté, il faut être pugnace, ne pas se laisser influencer par un qui va dire ah bah oui mais non, j'ai décidé d'aller là. Je ne vais pas décrocher 50 étoiles, mais je vais décrocher la mienne. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on est à une époque où on se compare beaucoup. Il ne faut pas. Ouais. Il faut suivre son instinct. Ouais. Et là, comme tout de suite, je te dis, si tu cognes quelque part, ça va te faire reculer un peu. Mais après, tu vas reprendre tes petits pas. Et tu vas y aller, et tu vas y arriver. C'est ça qui me plaît chez les jeunes, en fait. Leur force du caractère. Oui. Tu penses qu'il n'y avait pas ça avant? C'était beaucoup plus compliqué parce que tu pouvais l'avoir en toi, mais difficile de la mettre en œuvre. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de possibilités. Ouais. Ça va pour là, vous allez essayer là, sur tous vos réseaux sociaux et vos machins. Il y a toujours une petite fenêtre qui va te permettre de... Voilà, avant, on n'avait rien de ça. Oui, avant, il y avait peu de débouchés après l'école. Ah oui, il y en avait très peu déjà. Et puis, voilà, donc... La plupart des gens prenaient un truc et ils n'en sortaient pas. Voilà. C'est d'une tristesse pas possible, quoi. Est-ce que maintenant, vous, à tout moment, vous pouvez sortir, rentrer, ressortir?
c'est quand même un plus. Ouais. Donc il faut aussi qu'on se rende compte de la chance qu'on a. Ah ben oui, D'être dans et surtout savoir que tout le monde n'a pas cette chance-là. Bien sûr. Et toujours essayer de tirer ce qui a un peu de mal. Plus de solidarité. Oui. Tu penses qu'il y en a plus qu'avant ou moins qu'avant, la solidarité? Eh bien, si on voit toutes les associations et tout ça qui se créent, on se dit, oh, bah, il y en a quand même plus qu'avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas toutes ces associations-là. Mais avant, on faisait sans dire. Moi, j'ai un souvenir chez nous, c'était comme ça en fait. Et il y avait toujours une assiette pour quelqu'un qui passait, parce qu'il y avait beaucoup de gens à la rue, contrairement à ce qu'on pense, et qui faisaient comme ça les campagnes. Et ben, nous, c'était toujours ouvert chez nous, et c'était rare qu'on n'ait pas quelqu'un, une fois par semaine, qui s'arrêtait, à qui on donnait à manger, qu'on habillait, on lui donnait des choses que papa ne mettait plus. Donc c'était, voilà, ouais. Ça, il n'y a plus ça maintenant, mais vous l'avez sous d'autres façons. Là, j'ai l'impression qu'on se méfie de plus en plus de nos voisins. Oui, voilà, c'est ça un peu qui est... Parce que, franchement, donner à manger à un inconnu dans la rue, l'habiller, le loger, je pense pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire ça, parce que c'est un potentiel voleur, je sais pas. Voilà. Mais nous, on n'avait pas ça dans notre arrière-pensée, en fait, ça n'existait pas. Bon, il est dehors, il a faim, il a soif, on va s'en occuper. Voilà. D'accord. C'était sans doute aussi plus facile. Parce que parce qu'il n'y avait pas tous les risques, encore que nous, on les connaissait, c'était toujours les mêmes à peu près qui passaient. On aurait pu te voler une poule quand même. Oui, quand même. C'est même pas arrivé, et surtout que chez nous, on ne fermait pas les portes. Alors, ah ouais. Ah non, c'était la maison ouverte, tous les sens du terme. D'accord. Et toi, du coup, si tu pouvais remonter le temps et t'adresser à la petite Maryvonne, qu'est-ce que tu lui dirais? Je ne sais pas trop ce que je lui dirais, mais je pense que je serais quand même un peu fière d'elle. Ouais, déjà petite? Oui, je serais quand même un peu fière d'elle. Ouais. Tu la regarderas avec des yeux bienveillants. Oui. Tout va bien se passer. Voilà. Ouais. Ne t'inquiète pas, ça va le faire. Mais je suis une optimiste. Ouais. Invétérée. C'est bien. Il en faut plus. C'est vrai. C'est vrai qu'il en faut plus. Donc tu n'as aucun regret par exemple dans ta vie? Non. Non, c'est trop bien. Écoute, j'ai eu une vie avec Papou, avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Hein. Mais bon, on est quand même toujours ensemble. On a beaucoup d'affection, ça ne va pas parler grand amour après 60 ans de mariage. Mais non, bon, c'est une autre forme d'amour. Voilà. Et je sais bien que quand il y en aura un qui partira, l'autre, c'est un peu compliqué. J'ai eu la chance d'avoir 2 fils magnifiques, dont je suis très fière. Et j'ai aussi des petits-enfants, dont je suis aussi très fière et que j'aime très fort. La famille, c'est vraiment le plus important pour toi? Oui. Parce que j'ai été élevée comme ça, en fait. Ouais. Voilà, on a toujours été proches. Et puis, j'ai le fait qu'on ait été élevé avec notre grand-mère, qui était un vrai personnage, et qui rayonnait à sa façon dans notre maison. Et moi, je m'étais toujours dit, si un jour où papa ou maman se retrouvent tout seuls et pas pouvoir venir à leurs besoins, ils viendront chez moi. Au final, ça s'est pas fait? Ça s'est pas fait parce que papa est décédé rapidement. Ouais. Et puis, avant, ils étaient en couple, donc il n'y avait pas besoin. Ouais. Mais s'il avait fallu le faire, oui. Okay. Ouais. Et pour moi, c'est ça la famille, en fait. On ne va pas chercher à droite et à gauche. On règle ses problèmes entre soi, quels qu'ils soient. Et du coup, tu penses quoi Je repars dans un autre sujet. Mais tu penses quoi de... Là, aujourd'hui, on est dans une époque, encore une fois, où tout va tellement vite que quand on se met en couple et qu'il y a un problème, on change, on se met avec quelqu'un d'autre et on teste plein de choses. Et puis, le couple, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de familles recomposées, etc. Tu trouves ça... Ça me peine quand même. Dommage, ouais. Oui, parce que je pense qu'on peut réussir sa vie
Enfin, dans tous les domaines, on peut le réussir, mais si en plus on réussit sa vie personnelle, c'est le top. Donc pour réussir sa vie personnelle, il faut être à côté de quelqu'un. Toujours, parce qu'on a toujours besoin de l'autre. Tout le temps. Et si c'est sur la longueur, eh ben, c'est mieux. Oui, pour construire vraiment quelque chose. Ah oui. Ok. Et toi, tu as réussi ta vie professionnelle et personnelle? Ben oui. Je ne suis pas très non plus, je n'ai pas demandé à décrocher 50 étoiles. Non. Ok. Ça aussi, je pense que si on regarde trop ce qui se passe, en fait, c'est la conversation qu'on a souvent, si on regarde trop ce qui se passe à droite et à gauche, on perd ce que nous, on voulait faire. On perd son cap. Voilà. Et puis ben, après, on va dans tous les sens et rien ne marche parce qu'on a perdu son cap. Il faut se contenter de ce qu'on a. Rester, se dire, bah oui, je peux faire ça, donc je vais le faire, mais au-dessus, je ne peux pas. Ben, je ne peux pas. C'est pas grave si la voisine va le faire, c'est pas grave du tout. Si elle peut, c'est tant mieux. Il faut rester concentré sur soi. Et comment on sait ce qu'on veut? Ça, c'est la bonne question aussi. Oui, comment on sait ce qu'on veut? Ben, je sais pas. C'est pas facile. Ben si, ben non, c'est pas facile, mais chacun a des attraits pour quelque chose. Et ben, quand vraiment tu aimes quelque chose, tu te dis, ah ben, peut-être que là, à partir de là, je pourrais faire que ça puisse déboucher sur une profession. Ou, enfin, je sais pas, il y a bien un point de départ. À un moment donné, on ne peut pas avoir un cerveau vide et ne pas savoir ce qu'on veut. Ça doit pas exister. Enfin, moi, je ne vois pas ça comme ça. Chaque individu est plein de quelque chose, c'est clair. Après, ben, il faut le mettre en œuvre. Il faut le mettre en œuvre tout seul, accompagné. Et après, on fait un petit cercle et le cercle s'agrandit. Et voilà, comme ça. Ok. Et ben, merci beaucoup. Je t'en prie.